Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Criterion. On commence notre troisième, en fait, programme double de la quatrième dizaine. Quatrième dizaine, effectivement. Avec un programme double de Seijun Suzuki, qui est donc deux films japonais des années 60, des films particuliers, hein, il faut le dire, je pense. Alors, on va pouvoir y revenir quand même pas mal, mais donc on commence ce programme double-là avec Branded to Kill, ou le titre original Koroshi no Rakuin. Voilà. Hein? Pardonnerez mon accent. Ouais, c'est ça. Ben, c'était bizarre. Hein? C'était vraiment bizarre. Oui, mais c'était tellement drôle. Ouais. Oui, bizarre, mais en faisant des recherches sur le réalisateur, j'ai réalisé que ce qu'on regardait, c'était typiquement ce que lui faisait, là. L'espèce de genre éclaté de ce que je vous présente, ça a pas de sens, puis le seul but, c'est de vous divertir, parce que le film qu'on a regardé, avouons-le, était pas très cousu, disons. Non. Ça allait de tout bord, tout côté, mais on verra. Ben, les deux films le font un peu, même si le deuxième, qui est Tokyo Drifter, le fait. Il est quand même relativement traditionnel, là. Il y a quand même quelques écarts au code. Plus quand même, c'est un film plus normalement constitué, disons. Celui-là, Branded to Kill, c'est ça, c'est éclaté, là. Les personnages ont des drôles de motivation, des drôles de personnalité aussi. Puis c'est le sujet du film est vraiment simple, puis c'est ça, on est dans un univers un peu Tarantino-esque, là. C'est puis d'ailleurs qui l'a inspiré là pour sa façon de faire ses films, mais tout parle-nous un peu de Suzuki, qui est un réalisateur qui est pas très connu, j'ai l'impression. Maintenant, il l'est peut-être un peu plus à cause de Criterion puis de l'espèce de culte qui le suit, mais il est pas très connu, là. C'est pas Akira Kurosawa, là. Ben non, par contre, Suzuki, tu sais, c'est quelqu'un dont justement le style est plus reconnu aujourd'hui, surtout là-bas au Japon. Ici peut-être un peu moins, mais justement Branded to Kill, c'est comme son film fort là, qui redéfinit son style, puis quand on pense à ce qu'il fait, on pense à ce film-là, donc on est vraiment tombé, je veux dire, c'est le cheminement de Criterion, mais on est vraiment sur le film culte de ce réalisateur-là, donc assez intéressant, mais oui, Seijun Suzuki, dans le fond, il est mort tout récemment, là, en 2017, à 93 ans. Il était né en 1923. On dit que ces films mettent de l'avant, justement, le divertissement par-dessus la logique, ce qui est quelque chose qu'on voit beaucoup dans Branded to Kill. Suzuki a travaillé pour la compagnie Nikatsu au Japon, d'abord en tant qu'assistant réalisateur, puis après ça, il a fait 40 films de série B entre, tenez-vous bien, 1956 et 1967. Fait qu'on parle de 11 ans pour 40 films. C'est un papier roulement, là, tu sais, je pense que c'est en 63, là, ou en tout cas, il y a une année, il y en a fait 7 quand même, mais je vais pouvoir expliquer comment tout ça a été rendu possible j'ai un hâte peu plus tard. de le savoir, parce que j'ai pas poussé jusque-là dans mes recherches, là, mais je trouvais quand même que 40 en 11 ans, c'était pas mal impressionnant. C'est beaucoup, Puis ces films sont principalement dans le genre du Yakuza, qu'on appelle, qui est un genre qui se concentre sur le crime organisé japonais, ce qui est le cas là, dans celui-là. Je m'excuse, j'ai des petits problèmes au niveau de la gorge. Mais les Yakuza, c'est ça, c'est la mafia japonaise, en fait. C'est ça, exactement. Puis c'est dans Branded to Kill, c'est totalement ça, là. Mais bon, son style surréaliste s'est attiré quand même la hargne du studio Nikatsu. Puis sa réponse à lui, ça a été de faire Branded to Kill en 1967, puis Branded to Kill a été un immense succès, dans le fond. Fait que Nikatsu était pas super content, parce que après ce film-là, ils l'ont barré pendant 10 ans. Donc, il a été sur la blacklist, là. Il pouvait pas faire quoi que ce soit avec eux. Puis Nikatsu, en faisant mes recherches, là, c'est vraiment un studio que tout le monde a contribué à ça. Vous allez voir dans la distribution, là, tous les acteurs ont travaillé avec Nikatsu. Donc, c'est vraiment... J'avais jamais entendu parler de ça avant. Ouais, ben ça doit être un des gros studios, tu sais, comme Toho, là, qui avait fait beaucoup de films de Kurosawa, qui avait fait Godzilla, ces trucs-là. C'est bien possible, mais je sais que là, en le voyant dans les prochains films Criterion, je vais comme avoir un petit référent, en sachant que c'est assez big, là, parce que c'est ça, tout le monde. Puis je pense que aussi le principe des films le principe, en tout cas,
je l'exprime mal, mais le principe des studios d'Hollywood était pas mal le même qu'au Japon, là. C'est-à-dire que t'as des gros studios, les gens ont des contrats pour ces studios-là de faire tant de films. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça, mais à l'époque, on le sait, là, mettons Hitchcock était avec un studio, puis il pouvait pas changer, puis c'était dur de se prêter des acteurs ou des actrices d'un studio à l'autre, mais bon, ça a changé un petit peu aujourd'hui, mais c'était le même principe à l'époque au Japon. Ben puis écoute, le même principe aussi, il y a des Oscars au Japon, puis dans le fond, ce film-là, le réalisateur Suzuki a gagné quand même pas mal de prix à ces cérémonies-là en continuant de faire des films de façon indépendante, donc avec aucun studio. C'était comme ça, encore une fois son coup de réponse à Nikatsu, donc ils l'ont blacklisté, puis lui il a dit ben je vais commencer à les faire tout seul, puis finalement ben écoute ça a fonctionné. Puis on dit qu'il est une inspiration pour notamment Tarantino, je l'ai mentionné, Jim Jarmusch aussi, Wong Kar-wai. Puis au Japon, on se rappelle de lui, c'est bizarre, mais surtout pour des rôles qu'il a tenus au cinéma puis à la télévision, donc pas nécessairement comme réalisateur. Fait que tu sais, tu fais 80 films dans ta vie, ben peut-être même plus que ça, mais puis t'es pas reconnu comme ça, t'es pas retenu comme réalisateur, c'est quand même particulier, mais bon, c'est comme ça. Ben ouais. Donc, Branded to Kill, c'est un film de 1967 du Japon, bien 1967, évidemment. là, c'est ça. On a essayé de faire la petite recherche, là, pourquoi est-ce que quand il y a des programmes doubles, c'est pas la même année, parce que là, le prochain, en fait, le numéro 39, c'est Tokyo Drifter, qui, lui, est fait en 66. On a trouvé une explication plate, mais qui serait probablement ça, c'est que c'est en ordre alphabétique. Donc c'est plate, mais c'est comme ça, là, mais je pense pas que c'est pas tout le temps le cas, là. Il y a beaucoup de programmes doubles que ça fait ça, mais c'est pas tout le temps comme exactement, ça. fait que c'est vraiment alphabétique. J'imagine que Criterion avait pas pensé que les gens allaient les faire numéro après numéro, mais bon, hein, nous autres on y a pensé. Nous autres on y a pensé, on doit sûrement pas être les seuls à le faire. Non. Donc Branded to Kill, qui est un film d'action, un drame, un film de crime, un film yakuza évidemment, d'une durée de 91 minutes, donc vraiment très court. Format 2:35:1 en noir et blanc. Le producteur Kaneo Iwai, le scénario de Hachiro Guryu, qui a juste fait ça dans sa carrière. Ouais, mais Hachiro Guryu, en fait, j'aurais pu le mentionner plus tard, mais je vais le faire tout de suite. En fait, ça se traduit en comme le club des 8. C'est Suzuki et un autre personne et 6 assistants réalisateurs, en tout cas, qui contribuent au scénario puis qui ont signé beaucoup de scénarios avec ce nom-là, mais ça représente, c'est un collectif, là, essentiellement. Fait que, en tout cas, il me semble que c'est ça, là, à moins que je me trompe pour Tokyo Drifter, mais je suis à peu près sûr que c'est pour celui-là. Je pourrais pas te dire, j'ai honnêtement rien trouvé, il y avait juste ça comme titre, donc je pourrais pas offrir d'autres éclaircissements. La musique, Naozumi Yamamoto, qui a fait beaucoup de choses, notamment une super longue série d'à peu près là, 50 films qui se nomme Otoko wa Tsurai Yo. Puis dans le fond, quand je regardais là, sur IMDb, il y en avait là, de ce titre-là avec 2 points, puis la suite, c'est une série qui s'est faite pendant comme 20-25 ans avec des acteurs différents, qui est juste comme les aventures comiques d'un gars, là, tu sais, ça a même pas de... En tout cas, c'est même pas James Bond, là, tu sais, mais c'est un peu le même principe, là, si on veut, à grande échelle cinématographique. Puis il y a eu 3 nominations, probablement aux Oscars, je l'ai pas noté, aux Oscars japonais, oui, pour la musique de ces films-là. Directeur photo, Kazu Nagatsuka, que j'ai rien malheureusement. Montage, Mutsuo Tanji et Akira Suzuki. Budget de 20 millions de yens. Par contre, je n'ai pas le box-office. Très peu. Oui, probablement. Mais ça a été quand même nommé meilleur film au festival de Faro. Donc, puis Faro, c'est pas la première fois qu'on le voit là, dans Criterion, là, mais... c'est l'île, en fait, c'est un festival en Suède là, qui est nommé en l'honneur de l'île de Faro, là, qui est l'île de Ingmar Bergman, où là, il a fait tous ses films pis ces trucs-là. Mais je pense que nominé meilleur film à Faro, mais je pense que c'est récent, par exemple. Je pense pas que c'est possible, ouais. Je pense pas que ça date des années 60, là, ce festival. Moi, j'imaginais que c'était Faro Portugal. Là, Non. En tout cas, je pense pas. Là. Il me semble que c'est... Non, c'est ça. Il me semble que c'est l'île de Ingmar Bergman. Là. Ah, ouais, ça se peut. Les deux auraient du sens au final, là, mais... mais non, c'est ça.
Puis l'édition Criterion, dans le fond, restauration HD comme pas mal tous les films, entrevue avec Suzuki et avec Masami Kuzu, qui était son assistant réalisateur, entrevue de 1997 avec Suzuki, entrevue avec Jo Shishido, qui est probablement l'acteur principal, oui effectivement, l'acteur principal de ce film-là, la bande-annonce, les sous-titres en anglais et un livret avec un essai d'un critique et historien qui est Tony Raines. Voilà. Donc quand même pas mal de trucs pour remettre le film en contexte puis expliquer peut-être qu'est-ce qui l'a inspiré à le faire parce que de quoi ça parle c'est ça, tu sais, c'est l'histoire est assez simple, mais est tellement pas déconstruite, mais tellement présentée de façon absurde qu'on s'y perd assez rapidement, puis ça prendrait quasiment plusieurs écoutes avant de comme juste saisir les éléments de base de l'histoire. Mais je vais faire un résumé beaucoup plus court qu'à l'habitude, pas nécessairement parce qu'il y a moins de choses à dire, mais juste parce que je trouvais que ça résumait quand même assez bien tout le film. Puis il n'y a aucun résumé qui va vraiment représenter là, le film. Il faut vraiment le voir. Mais bon, donc ça raconte un peu l'histoire de Goro Hanada, qui est un tueur à gages. Il tombe amoureux d'une femme nommée Misako, qui le recrute pour une mission impossible, tuer un homme d'affaires étranger. Lorsqu'il réussit pas sa mission, il devient pourchassé par Number One, qui est le tueur à gages, le meilleur tueur à gages en fait du pays, mais dont personne ne connaît vraiment l'identité. Puis oui, en fait, c'est ça. On explique des fois les titres là, mais je vais le dire maintenant parce que ça se met bien là. Branded to Kill, c'est donc quand il échoue sa mission, il devient comme stamped là, il devient étiqueté, et c'est ça. Donc il faut le tuer. Donc c'est tout. Exactement. Puis c'est ça fait ça fait très Tarantino aussi là, tout le monde s'appelle numéro 3, numéro 1. Donc lui c'est le troisième, Goro Hanada, le numéro 3 au pays là, selon quelle liste je sais pas trop là, Forbes ou en tout cas, quelque chose comme ça, mais c'est ça, il assassine au début du film le numéro 2 et le numéro 4. Fait que là il devient numéro 2 j'imagine, mais en tout cas il s'appelle numéro 3 pareil. Puis il se fait pourchasser par le numéro 1. C'est vraiment c'est un... Attends, par quoi est-ce que je commencerai? Parce que c'est vraiment un film particulier que t'as apprécié, à ma grande surprise, mais qui, moi, me plaît toujours beaucoup. Tu sais, ça joue de l'absurde, un peu Terry Gilliam, un peu... non. Ouais, mais un peu Alphaville, mais plus comique, disons. Alphaville, c'est plus sérieux, mais tu sais, c'est toujours dans l'espèce de... Tu comprends jamais ce qui se passe, puis pourquoi est-ce que le monde agit comme ça. Je recueillerais tes impressions parce que on a eu du fun là, quand même. J'ai eu énormément de plaisir. Je sais pas si j'ai noté tant que ça des impressions. Ouais, un petit peu. Ok. Il y a aucun sens dans ce film-là. C'est tellement drôle. Tu sais, c'est ça. On part de base avec une prémisse qui nous dit que c'est le tueur numéro 3. Selon qui? Selon quoi? Pourquoi t'es le tueur numéro 3? T'es pas supposé d'être connu quand t'es un tueur. Tu sais, je veux dire, il y a comme plein d'affaires qui marchent pas là-dedans. Puis là, c'est ça. La petite guerre entre le 3 puis le 1 pour éliminer l'autre, dans le fond, pour être le premier, jusqu'à temps que ça rechange, là, un peu comme Game of Thrones, tu sais, je veux dire, ils ont la paix, mais ça va, tu sais, on le sait, là. Puis, tu sais, c'est drôle. Il y a des scènes où deux personnages se parlent, puis la façon dont le plan est présenté en premier, c'est, par exemple, les deux personnages sont un en arrière de l'autre, tu sais, quand il y a des espions qui se parlent dans des restaurants, dans des cabines, ils sont jamais comme un à côté de l'autre. Mais là, sont notamment dans un escalier où ils parlent justement avec la fille qui veut l'engager. Puis on a l'impression qu'ils sont super près un de l'autre. Puis après ça, on a un plan super large où les personnages sont tellement loin, puis ils peuvent pas s'entendre. Puis les dialogues sont tellement bas qu'on a l'impression vraiment qu'ils se chuchotent dans l'oreille un de l'autre. Mais finalement, on est comme... On n'est pas là. C'est vraiment ça a pas de sens. Je veux dire, c'est impossible. Puis ils font comme 2-3 fois dans le film aussi une confrontation numéro 3, numéro 1 vers la fin, où ils sont encore une fois super loin. Je me souviens pas du terme mais du terme de ça, là, de ce procédé-là. Là. On l'a vu dans le documentaire d'Agnès Varda aussi, où les gens quittent, en tout cas ils vont plus loin, puis quand la caméra reste fixe, normalement t'es supposé avoir une perspective sonore, mais là le son restait au même niveau. Donc c'est à peu près la même chose là, qui se passe
qui se passe là. Le son est au même niveau qu'on soit dans le fond de l'image, qu'on soit à côté de la caméra. C'est particulier, c'est une des choses particulières en fait du film, ça, puis l'espèce de fétichisme du personnage. Justement, je l'avais noté, dans le fond, le personnage principal a cette belle tendance à il trippe là, sur l'odeur du riz qui cuit. Donc à chaque fois qu'il est au restaurant, il demande juste du riz, puis il y a des riteuses, des machines à riz, bref, partout dans son appartement, puis il s'en fait cuire tout le temps, puis on le voit souvent juste humer l'odeur de ça en haut, puis ça peut rappeler un peu Blue Velvet en raison justement, puis c'est ça je m'étais noté là, du fétichisme pour l'espèce de gaz là qui c'est ça qui le rend un peu fou, puis tu sais c'est juste tellement absurde, c'est qu'on comprend rien, on a ri quand même pas mal dans le film, c'est ça le but aussi là, je pense, faut pas prendre ça pour du cash, mais c'est ça qui disait, tu sais, outre le fait que ce soit probablement clairement un série B, son objectif c'est pas que les choses aient du sens, c'est juste de nous faire passer un bon moment, puis c'est très réussi, tu sais, il y a le personnage de l'autre fille tueuse dans le fond, parce qu'il y a sa femme puis il y a la fille qui l'engage, qui sont les deux personnages féminins dans le film. Sa femme est tout le temps nue, se promène sans jamais de vêtements, puis tu sais il y a pas d'explication à ça. Il y en a derrière là, du film, mais dans le film on n'a pas de pourquoi. Puis il y a l'autre qui a une drôle de passion pour les animaux, les oiseaux et les papillons morts, puis il y en a partout dans son appartement, puis c'est vraiment tu sais, puis on dit pas pourquoi, puis c'est une fille qui veut mourir, c'est son plus grand rêve, puis tu sais c'est ça, c'est des drôles de personnages. Mais ça sied bien à la vie de cette actrice là aussi qui oui, dans le fond elle ce que je voyais là dans ma recherche, c'est Anou Marie qui joue Misako Nakajo, puis dans le fond elle était un peu suicidaire quand elle a lu le script, donc le personnage l'a attiré instantanément, puis elle aimait bien là sa phrase, la première phrase qu'elle dit dans le film c'est mon plus grand rêve c'est de mourir là, puis elle était comme c'est le fun, fait qu'elle a pris ce rôle là pour ça, mais puis d'une autre pour un autre personnage aussi, la femme, je disais qu'elle est tout le temps nue, mais c'était pas une actrice, c'était une danseuse, donc elle était habituée là, justement de se promener pas mal tout nue tout le temps, puis c'est justement pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'ils voulaient pas, en fait les actrices traditionnelle, disons, voulait pas ce rôle-là. Justement parce qu'elle est jamais habillée, là, donc c'est particulier. Puis l'acteur principal aussi, lui aussi, il est pas... Mais c'est parce que quand on le voit, il y a vraiment des joues de chipmunk, là, pour vrai, de Tamia, puis... Finalement, on apprend que l'acteur s'est fait poser des implants, s'est fait un rehaussement de joues, tu sais, puis ça a fait exploser sa carrière au Japon, ce qui est quand même particulier, là. Mais c'est ça, il s'est fait faire une chirurgie plastique pour ça, il jouait tout le temps des vilains avant, après ça on l'a pris comme pour le beau gars charmant et tout ça, puis tu sais il y a plein de choses là, pour cet acteur-là aussi. Nikatsu justement, lui on a demandé de changer son nom parce qu'il voulait en faire un héros, puis que dans la légende de Musashi qu'on connaît bien maintenant, il y a un des vilains qui se nomme Shishido, donc il voulait lui faire changer son nom, mais finalement j'imagine qu'il l'a pas fait parce que c'est encore Shishido, puis c'est ça, il y avait comme toujours l'image d'un espèce de bad boy mystérieux puis tout ça, puis là c'est joue misère, c'est au moins il est reconnaissable parce que c'est ça, on dirait qu'on se perd un peu d'un personnage, surtout au début du film disons, où là il y a comme plein de personnages qu'on comprend pas trop, on sait pas trop qui on suit, mais finalement ça s'éclaircit quand tout le monde meurt ou à peu près là. Ben c'est ça, les scènes du début, on part d'un aéroport, puis là on sait même pas qui est le chauffeur, qui est allé le chercher, qui est dans l'auto, tu sais c'est comme un peu confus, puis après tout se place parce que justement numéro 2, numéro 4 meurt, puis après c'est assez facile à suivre là. Même la différence entre sa femme puis l'autre fille, c'est très clair aussi. D'ailleurs, dans le non-sens, il y a toutes les scènes avec cette fille-là qui a beaucoup de pluie, parce que ça va avec sa noirceur de personnage, j'imagine, puis tu sais, il y a notamment, ils sont dans une voiture, le toit ouvrant, puis il pleut, là, puis il y a personne qui se pose des questions, tout le monde accepte ça d'emblée, puis elle a aussi vraiment, un petit pendentif sur son miroir, là, que c'était une perruche avec un clou dans la gorge, puis... Ben, c'est ça, voilà, mais écoute, on fait de la taxidermie comme on veut, fait que... Mais, tu sais, on parlait que c'était un film de série B, puis effectivement, tu sais, le film a été, disons, tourné selon les standards d'un film de série B, c'est ça, le studio en fait beaucoup, mais un film de série B au Japon, en tout cas, ça se faisait en une semaine de pré-production,
25 jours de tournage puis 3 jours de post-production. Donc, tu sais, grosso modo, 1 mois par film. Donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi, effectivement, Suzuki a fait 40 films en 10 ans, puis même 7 films dans une année. Donc, ça se fait quand même assez vite. Suzuki, d'ailleurs, a été engagé à la dernière minute pour réaliser puis réécrire le film. Puis lui aussi, il aimait... Ben, c'est très absurde, évidemment, mais il laissait l'inspiration venir à lui. Tu sais, il trouvait souvent ce qui allait tourner le lendemain. Il le trouvait la veille ou le matin même. Puis pour lui, c'était pas important que les acteurs sachent qu'est-ce qui allait se passer. Il leur donnait ça pas mal le jour même, puis les gens s'arrangeaient avec. Bon, les films de série B, c'est ça se tourne assez rapidement aussi. C'est souvent, il n'y a pas trop de montage pas qu'il n'y a pas trop de montage à faire, mais c'est que le montage, ça va être des longs plans, fait que ça facilite un peu le montage. Je fais juste coller le truc, en tout cas, une scène une par-dessus l'autre. D'ailleurs, le montage a été fini la veille de sa sortie. Donc, puis il a été présenté, le film, en programme double avec Burning Nature. Puis les deux, ça a été des flops, là. Mais c'est ça, c'est pas mal... Tu sais, ça ressemble un peu à... Ben, ça ressemble pas dans l'histoire ni dans le style, mais à Flesh for Frankenstein puis Blood for Dracula. Tu sais, des films qui veulent juste divertir un peu. J'avoue préférer plus ce genre de divertissement-là que celui de Flesh et Blood. Mais... c'est ça, tu sais, c'était présenté en programme double. Je sais pas si c'était présenté à minuit ou non, mais c'était... Ah, mais c'est le genre de film qui serait parfait pour ça aussi, là. Ouais. Une espèce d'Halloween drôle, comme le coffret des 200 films qu'on avait vu. Mais ça serait un James Bond drôle. En fait, ça parodie beaucoup James Bond, qui était pas mal... Ben, je sais pas au sommet de sa popularité, mais qui était très populaire à l'époque. Là. Les premiers films datent de 62, puis là, on est en 67 pour celui-là. Donc, notamment, tu sais, il y en a plusieurs critiques qui ont comparé l'addiction au riz, à la senteur de riz avec son martini, ou je sais pas quoi, shaken not stirred. Puis, tu sais, c'est les espèces de, comme... les ben, je trouve pas que c'est fétiches. Exactement pareil. Mais c'est le même principe, en fait. C'est l'espèce de comment est-ce que tu caractérises ton personnage. Ben, c'est ça son truc. Puis, on connaît tout celui de James Bond, ça, puis les Bond Girls. Puis là-dedans aussi, c'est pour ça qu'il y avait une fille qui courait tout nue, tout seul, ben, toujours. Puis... donc, tu sais, il y a plusieurs... Mais juste, j'ai comme juste un flash comme ça, là, pour vous faire comprendre un petit peu l'éclatement de ce film-là. Il y a une belle scène, en fait, je vais en nommer deux. Une dans la bande-annonce où on voit le tueur ouvrir un tuyau de plomberie de lavabo, dans le fond, puis tirer avec son arme vers le haut, puis ça tue la personne qui se lavait le visage dans le lavabo en haut, là, ce qui est, tu sais... On s'entend que ça... Je pense pas que ça marche comme ça, la physique des balles dans la vie. Effectivement. Puis, il y a aussi quand... Mais cette scène-là, juste pour finir, cette scène-là a été reprise, en fait, pratiquement intégralement dans Ghost Dog, The Way of the Samurai de Jim Jarmusch. Puis, d'ailleurs, si j'ai bien lu, là, j'ai reçu un courriel de Criterion, ça va possiblement être un Criterion dans les prochains mois à venir. Ils sont en train de travailler sur une restauration. Donc, on se rappelle que c'est un film... complètement éclaté, là, que je me souviens, on avait déjà eu dans un quiz je sais pas quoi, là, à Capsule. Okay. Puis, tu sais, j'étais comme, c'est quoi ce film-là? C'était avec Forest Whitaker, qui est un samouraï. Puis, en tout cas, c'est vraiment particulier, mais il m'intrigue de plus en plus, ce film-là de Jim Jarmusch. Mais, en tout cas, Jarmusch, on l'a déjà mentionné, mais pas il crédite, mais en tout cas, il remercie Suzuki dans son film aussi. Ben, c'est pour ça que c'est une inspiration. Mais écoute, exactement. Je sais pas s'il y a un réalisateur qui a repris la scène sur la montgolfière. Non, ça je pense pas, par exemple. À un moment donné, il faut qu'il ait tué plein de gens dans une chambre d'hôtel ou un appart, on sait pas trop. Mais pour faire ça, il rentre dans l'appartement par la fenêtre, puis là, il tue une couple de personnes. Il s'en va à l'extérieur, saute dans le vide, tombe sur une montgolfière, mais que lui-même s'est arrangé pour qu'elle soit là. Puis là, on le voit juste monter. Puis il y a une personne qui était pas dans la pièce, donc qui arrive, puis qui cherche un peu c'est qui, c'est où, puis tout ça. Puis tu vois juste le gars dans la fenêtre monter, puis il est couché à plat ventre sur le top de la montgolfière. Mais c'est tellement... Tu sais, il y en a plein des moments de même dans le film. C'est vraiment un petit bijou. J'ai vraiment aimé ça. Il y a plein de moments comme ça. Il y a même des segments d'animation. Là. C'est pas vraiment de l'animation, mais tu sais, il y a des étampes. Là. En tout cas, il y a il y a des dessins qui apparaissent sur la pellicule, justement, pendant
un bon 30 secondes, je dirais. Donc, tu sais, c'est ça, il joue vraiment avec aucun des codes du film de Yakuza, même il en parodie certains. C'est sûr que dans son autre film, Tokyo Drifter, là, c'est vraiment plus un film de Yakuza, j'ai l'impression, mais c'est là qu'il va vraiment critiquer le genre. Mais ici, tu sais, il s'attaque pas mal à tout, là, tu sais, au James Bond, aux films d'action traditionnels. C'est une grosse parodie de tout, mais j'ai l'impression que il s'essouffle un peu vers la fin, là, tu sais, le style est quand même présent dans les, disons, 2 tiers du film, puis dans le dernier tiers, là, ça devient vraiment plus un film pas sérieux, mais tu sais, là, il est pris avec le numéro 1, puis en tout cas, ils interagissent ensemble, là, on vous le spoilera pas nécessairement, mais tu sais, c'est plus un film d'espionnage traditionnel, mettons, là, vers les 2 tiers, donc ça a pas gardé son énergie tout le long du film, ce que je trouve dommage. Parce que s'il était parvenu justement à garder toute cette énergie-là, en tout cas, ça aurait été un chef-d'œuvre, mais bon. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis ça, je constate que je déteste pas nécessairement les films, pas de genre, mais les films de série B, c'est juste que faut qu'ils soient vraiment dans ma braquette de goût, puis là, ben, il est tombé en plein dedans. On l'a mentionné aussi, c'est ça, le studio était très opposé à ce que Suzuki fasse son film. On y avait demandé, après l'insuccès de Tokyo Drifter, de faire un film qui a un ton un peu plus sérieux, justement, puis qui est moins absurde. Puis évidemment, il va faire tout le contraire. Tu l'as dit, ça va l'amener à être blacklisté pendant à peu près 10 ans. Mais on dirait vraiment, puis je lisais sur le reste de sa carrière, puis la plupart des gens disent que ses meilleurs films, il les a fait alors qu'il y avait un studio et non pas alors qu'il y avait de la liberté créatrice par la suite. Parce qu'on dirait que ça le poussait justement à produire de quoi de provocateur, alors que l'autre, il y avait plus de liberté, moins de pression. Donc, puis c'est pas le premier film non plus qui a reçu pas des plaintes, mais en tout cas que le studio a pas nécessairement eu confiance dans le film. C'est pas le premier film de Criterion, je parle là. Mais c'est vraiment un film qui va marquer les esprits, là, en bien ou en mal. C'est vraiment pas pour tout le monde, je pense, mais en tout cas pour moi c'est l'équivalent d'Alphaville, pas science-fiction, là, de James Bond, mettons. Mais moi je dirais plus que c'est l'équivalent de Pulp Fiction, dans le fond, là, ouais, on a le même genre de personnages, le même genre de conversation. T'sais, imaginez la scène du Big Mac, mais comme plein de fois dans le film. C'est un peu ça tout le temps, dans le fond, parce que Alphaville, je comprends le point, mais il manque la grosse partie de l'humour, ou en tout cas c'est trop trop caché dans le subtexte dans Alphaville, parce que je comprends que les situations sont absurdes, mais c'est vrai que dans les deux cas on n'a pas d'explication, puis on accepte le monde d'emblée, puis il faut juste le prendre. Mais je trouve que ça marche mieux dans ce cas-ci, en tout cas pour moi. Alphaville étant un petit peu trop sérieux, puis on n'est pas capable nécessairement de... mais il ressemble, mettons, pas capable, mais comme c'est plus difficile de faire le pas vers le ok, je comprends que c'est une critique, puis tout ça. Je préfère le parallèle avec David Lynch, mettons, là, tu sais, Blue Velvet, ou même Twin Peaks, tu sais, ça a toujours cette l'espèce de... C'est une comédie ou non? Tu sais, qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est ultra absurde. Mettons Eraserhead, qu'on a déjà vu aussi. Tu sais, c'est ultra absurde, mais les gens rient pas dans le film. Tu sais, ça se veut... On est jamais sûr si ça se veut une comédie ou non. Fait que, tu sais, je pense que David Lynch, puis en plus que le sniffage de riz fait un parallèle avec Blue Velvet. Tu sais, je pense que... je sais pas si c'en est un très très clair, là, mais... non, mais tu sais, c'est comme le fétiche. Dans Blue Velvet, en fait, c'est un peu l'inverse. Vu que c'est le vilain du film qui a comme son fétiche comme ça, puis qui le rend encore plus étrange. Là, ici, c'est le personnage, le bon personnage, en fait. Mais tu sais, c'est ça a inspiré beaucoup de gens, comme tu l'as dit. John Woo aussi. On comprend un peu pourquoi, mais c'est pas pour le même genre de film. Personnellement, j'aime mieux ça que John Woo. Les films de John Woo, effectivement, Tarantino a déjà mentionné aussi Chan-wook Park aussi. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment particulier. Puis j'avoue que j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé les deux films autant les uns que les autres. Mettons, pour les double features qu'on a fait, pour John Woo, il y en a un que j'ai vraiment adoré, puis l'autre que j'ai pas tant aimé. Même chose pour les... Samuel Fuller, il y en a un qui m'a vraiment fait plus d'impact que l'autre. C'est peut-être parce qu'on les compare trop, on veut pas on les compare vu qu'on les écoute à peu près le même jour, mais
je pense qu'il y a juste Henri-Georges Clouzot que les deux films étaient bons également. Là. Ben encore là, moi je trouve que Les Diaboliques était quand même une coche au-dessus du Salaire de la peur, mais ça m'a pris plus d'investissement, disons, le Salaire de la peur pour l'apprécier, disons-le, mais tu sais, c'est loin d'être mauvais, mais Les Diaboliques, c'est quelque chose qui surprend à chaque scène, puis qui t'amène complètement ailleurs, puis tu sais, on en a vu des films, là. Puis là, on commence à avoir vraiment une grande base de connaissances en cinéma, puis c'est quelque chose qui surprend, tu sais, fait que ça c'est le fun, mais ce film-là, il surprend, ça c'est... ça c'est sûr, puis c'est peut-être pas votre style, mais c'est sûr que ça va être mémorable, vous allez, en tout cas, c'est très dur à oublier, ce film-là, mais je sais pas si t'avais des trucs à rajouter avant... Ben non, moi je pourrais y aller déjà avec ma note, si on est rendu là. Ouais, certainement. Je vais juste rouvrir notre tableau. Donc, écoute, Branded to Kill, j'ai trouvé ça, c'est ça, vraiment un bon divertissement, justement au même titre que Flesh et Blood, dans le fond. Donc, je lui ai mis la même note que Flesh et Blood, donc un bon 7, fait que c'est bon, on a une belle dizaine, vraiment variée, avec des affaires qu'on soupçonnait pas qu'on allait regarder un jour, mais c'est ça, j'ai vraiment passé un bon moment, donc voilà. Exactement, mais moi je mets 8 sur 10, j'ai vraiment, c'est clairement mon style d'humour, là. J'aime l'humour absurde de Eugène Ionesco, n'importe quoi, l'humour Bobby absurde en général. Bobby Watson. C'est qui? C'est le personnage. Non, je me souviens que j'aime ça, mais je me souviens pas de l'avoir lu. Ça doit faire 15 ans, je l'ai pas lu. Là, mais on l'a. Mais je sais, mais j'ai lu Rhinocéros. Ouais. Mais c'est ça, j'y mets 8 sur 10, c'est vraiment un film, c'est ça, que je voudrais montrer à plein de gens, tellement c'est une bonne comédie, c'est un bon divertissement, puis ça dure pas trop longtemps, on n'a pas le temps de s'écœurer non plus. C'est vrai, écoute, je regarde mon tableau, je constate que j'ai malheureusement donné 6 à Blood et Flèches, mais c'est le même genre de plaisir. Ben là. Bref, je lui laisse 7 quand même, là, c'est vraiment... on a une forte dizaine, j'ai hâte de faire le recap dans quelques épisodes. Exactement, puis je terminerai peut-être avec quelques références en culture populaire. On a déjà mentionné Ghost Dog, il y en aurait juste un autre en fait, c'est que Suzuki a fait une suite à ce film-là en 2001, donc vraiment plus longtemps après, 30 quelques années après, qui s'appelle le Pistol Opera. C'est une suite librement inspirée, disons, là. Puis le personnage principal revient, il joue comme un mentor à quelqu'un d'autre qui est numéro 3 lui aussi, puis en tout cas, je sais pas trop, il va falloir se lancer là-dedans. Puis il aurait inspiré aussi le film Full Time Killer de 2001 que je n'ai pas vu, mais voilà. Donc c'est ça, c'est des plus courtes émissions parce qu'il y a... Ben, tu sais, ça, je pourrais en parler justement. Tu sais, mettons, outre le cinéma hollywoodien, il y a toujours 2 types de films au sein des pays. Tu sais, t'as toujours un film qui est fait pour, tu sais, qui s'exporte bien, puis que, tu sais, mettons, ici, c'est Xavier Dolan, qu'on exporte à tonnes, Denis Arcand aussi. Puis t'as toujours l'autre cinéma qui est vraiment plus local, puis qui s'apprécie vraiment plus au sein de la population, puis qui est pas fait pour être exporté. Puis j'ai l'impression que ça en fait partie de ces films locaux-là qui devraient pas quitter. Il y a eu de la misère à quitter d'ailleurs le Japon. Mais tu sais, Kurosawa, tout le monde a vu ses films partout dans le monde, mais Suzuki, il est à peu près pas connu. Puis ça fait vraiment, tu sais, je pense vraiment qu'il est pas fait pour sortir du Japon, là. Il est très ancré dans l'exemple japonais, même si on peut avoir du fun pareil, là. Mais tu sais, ça paraît qu'il est pas fait pour un autre marché que celui du Japon. Malgré qu'il présente quand même des trucs... tu sais c'est ça, nous on voit toujours ce cinéma-là de l'extérieur, mais tu sais, on voit pas beaucoup de nudité d'habitude dans les films japonais, puis là-dedans il y en a plein. Tu sais, si on prend l'exemple au Québec, là, tu sais, on s'entend que Menteur, ça s'exporte pas vraiment, mais tu sais, un film comme La femme de mon frère, ben là, tu sais, ça s'exporte. Tu sais, il y a toujours ce 2 vitesses-là, mettons l'Odyssée d'Alice Tremblay ici, qui est comme ça s'exporte pas. Ça s'exporte pas nulle part. Mais tu sais, je trouve ça bien de pouvoir justement plonger dans ce cinéma-là qui est comme plus difficile à accéder, parce que souvent c'est des films qui sont pas traduits, qui sont même pas sous-titrés des fois non plus. Donc je trouve ça bien que Criterion ait inclus plusieurs films de Suzuki. Il y en a 5, je pense, 5 ou 6 dans la collection. Je sais pas, je l'ai pas noté. Ouais, je pense que c'est 6, mais
je trouve ça bien justement d'avoir accès à ce cinéma plus local-là qui fait différent des films de samouraï ou des films. Tu sais, c'est notre deuxième film japonais contemporain, disons, là, qui se passe dans les années 60 après High and Low. Mais, tu sais, c'est ça, quand on pense au cinéma japonais, on pense pas à des films comme ça. Là. On pense à soit des films d'animation ou soit des films de samouraï, justement. Là. Fait que ça fait différent. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même bien de pouvoir plonger là-dedans. On va le faire aussi dans le prochain film qui est Tokyo Drifter, comme je l'ai mentionné. Toujours de Seijun Suzuki. Donc, le mot de la fin ou... Ben, écoute, je sais pas, tu me prends de court, mais non, belle expérience. Donc, on découvre là tellement des belles choses et des moins belles aussi, mais c'est ce qui fait, je pense, la richesse de l'expérience qu'on est en train de s'imposer en ce moment. Mais on avance bien, puis tu sais, j'ai toujours du fun à faire le texte là qui fait un récapitulatif de la dizaine aussi. Puis la dizaine 30-40, pour vrai, tabarouette, c'est riche là. Il y a plein de choses là-dedans. On est allé un peu partout dans tous les genres. Nos premiers films jeunesse, nos premiers, tu sais, c'était vraiment cool. Puis celui-là, ben, fait une belle, un beau crochet là, dans cette dizaine-là. Fait que, ben écoute, merci d'être avec moi. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode-là. La prochaine fois, donc, on poursuit le programme double avec Tokyo Drifter de Seijun Suzuki. Merci. À plus.